Mais c'est bien si ça a été construit. J'espère qu'il n'y a plus d'écoles supérieures dans le pays, parce qu'en principe, on devrait faire en sorte qu'on puisse en terminer avec cela. Et lorsque l'opposition arrivera au pouvoir, elle va continuer cette œuvre-là et faire en sorte quand même que chaque enfant qui naît puisse aller dans une école normale et construite. Cela dit, je vous signale quand même qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont dans des zones qu'ils ont été obligés de déserter. Donc ça, c'est une urgence pour nous. C'est bien de dire qu'on a construit des écoles, mais quand on vous parle de 1 million et quelques de déplacés, il y a des enfants qui les accompagnent et qui aimeraient repartir dans leur habitat naturel pour faire l'école. Et ça, par contre, je n'ai pas entendu une réponse du gouvernement à cela. Ce n'est pas eux qui ont été les premiers à construire un lycée scientifique dans ce pays-là. Le lycée technique, là, il date depuis de quelle année? De l'indépendance. Le centre autrichien, là, il date de quelle année? Depuis l'ère de la mise en œuvre. Donc, à chaque étape, il y a des choses qui ont été faites. Quand ils viennent en ajouter un oui, mais ils ne sont pas les premiers à avoir inventé ni introduit le concept de lycée scientifique dans notre pays. Donc, on ne peut pas prendre ça comme étant un élément de gloriole et de vantardise, comme si ils avaient inventé ça. Non, c'est bien qu'ils en aient fait un, et il y en aura d'autres quand nous viendrons, et puis peut-être même qu'il y en aura d'autres de différentes manières, de meilleure qualité que ceux qu'ils ont fait, ou avec une orientation qui soit beaucoup plus en adéquation avec les demandes de l'emploi telles que notre économie fonctionne. Donc je dis, c'est bien qu'ils en aient construit, mais ils ne l'ont pas inventé. Beaucoup d'entre eux, avant eux, ont fait des lycées techniques et scientifiques. Je dois dire que de manière globale, c'est le domaine dans lequel ce gouvernement a échoué. Vous me dites que dans le secteur de la santé ou de l'éducation, plutôt, il y a eu une avancée. Moi, je viens et je vais juger un peu à la durée parce que, vous savez, la paix sociale, ce n'est pas en 3 semaines qu'on la juge. Je vais voir si d'ici là, est-ce qu'il y aura encore des mouvements au sein du secteur éducatif. S'il n'y en a pas, je saluerai en tout cas l'effort du gouvernement. Mais je ne suis pas sûr que ce que je souhaite là se passera comme ça, parce que j'entends déjà qu'il y a des points de friction qui peuvent encore amener des grèves. Donc restons en une appréciation positive du chemin parcouru, mais restons vigilants sur le long chemin qui reste à parcourir. Le métier d'enseignant que moi j'ai exercé est sans aucun doute, à côté du métier de soins infirmier traitant, l'un des métiers les plus indispensables. Si je dis le plus noble, c'est comme si j'insultais les autres. Mais sans aucun doute l'un des métiers les plus indispensables dans la vie d'une société. Un peuple n'avance pas, un pays n'avance pas s'il n'est pas en bonne santé, s'il n'est pas instruit. Donc le métier d'enseignant, qui est un métier qui ne date pas d'aujourd'hui, est un métier qui est essentiel à l'évolution de notre société. Former des femmes et des hommes, leur inculquer un certain nombre de connaissances et de savoirs, c'est comme ça qu'on prépare l'avenir. Et si on doit parler en termes de priorité, en fait, c'est l'éducation qui est la priorité des priorités. Parce que même l'éducation permet de résoudre les questions de santé en même temps. Donc, c'est toute l'appréciation que je porte à ce métier-là, qui, comme je vous l'ai dit, je l'ai exercé moi-même, mais au niveau du supérieur. Je pense malheureusement que la fonction n'est pas suffisamment valorisée par l'ensemble des régimes qui se sont succédés et par la société. Quand vous savez ce que fait l'effort que fait quelqu'un pour arriver au niveau de l'enseignement, même s'il soit primaire, secondaire, ce qu'il apporte aux autres et à la société, et le traitement, même salarial, qu'il reçoit, et le regard de la société qu'il a sur lui, ça me désole. Et à l'université, par exemple, pour être professeur d'université, il y a tout un parcours qui vous amène, après le baccalauréat, à au moins 7 à 8 ans d'études pour avoir un doctorat, sans compter toutes les étapes ultérieures. Mais le traitement qu'on donne, salarial qu'on donne à un enseignant d'université, pose problème. Et vous savez, la société aussi est telle qu'il y a des signaux qui font que les gens vous respectent ou pas. Si en entrant dans une classe, les élèves s'asseyent et que des étudiants viennent en voiture et que vous arrivez à mobilette, vous savez, pour moi ça ne pose pas de problème, mais pour le regard des autres, ça pose problème. Vous vous sentez un peu dévalorisé. Un professeur qui fait 7 ans d'études avec un doctorat en sciences de gestion, qui enseigne quelqu'un à l'IUT pendant 2 ans, celui qui sort là, il va dans le privé, il a un salaire beaucoup plus supérieur à celui que reçoit celui qui l'a formé. Comment voulez-vous motiver les gens à exercer ce métier-là si on ne change pas ces conditions-là? Voilà. Il ne s'agit pas simplement d'argent, mais il s'agit aussi de valoriser la fonction. Même dans le rapport d'autorité,
Et je vois même sur le plan scolaire et secondaire, il faut, et ça a été comme ça justement dans le passé, le maître est beaucoup plus qu'un simple maître qui donne le savoir. C'est un symbole et c'est une autorité que l'enfant respecte et qui prend comme modèle. Mais notre société était tellement désaxée, et puis le comportement des parents aussi et leur interférence est tel que tout ça s'est parti en lambeaux. Et c'est ça qui explique un peu notre difficulté à avancer comme société. De manière générale, on forme des gens pour qu'ils servent dans l'économie que vous voulez. C'est toujours comme ça. Si vous dites que votre pays base son développement sur l'agriculture, forcément, vous devez former des gens qui sont capables de travailler dans l'agriculture. Si vous dites que c'est sur l'industrie, vous faites la même chose. Or, nous, on n'a pas cette adéquation. On choisit les filières, mais on ne regarde pas ce que l'économie demande. Mais forcément, à un moment donné, ceux qui sortent de là n'arrivent pas à se faire employer. Et c'est la situation à laquelle on assiste aujourd'hui. Pendant ce temps, il y a des secteurs demandeurs qui n'ont personne pour recruter. Donc il faut qu'on repense ça. Et quand je prends un pays comme la Corée du Sud, c'est comme ça qu'ils ont formé leur EDI. Ce n'est pas pour rien que nous achetons aujourd'hui des Samsung comme portables. Ça, c'est depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils se sont dit la priorité doit être mise sur la formation technique parce que nous voulons être un pays industriel. Donc l'ensemble des efforts a été mis pour que prioritairement les élites, les jeunes, soient formés sur le plan de la technicité. Et ils récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont. Même chose pour la Chine. On prend les secteurs présents et futurs et on forme les gens en fonction de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formations, mais on met la priorité sur ça. Et ça, de notre point de vue, notre système n'a jamais même pensé à ça. On a des secteurs, on a des filières, on forme les gens choisissent, ils vont, mais on ne se demande pas ce qu'on va leur apporter après comme emploi. Donc il y a toute une réforme globale à y avoir. Par exemple, il faut qu'on rééquilibre nos filières là, au secondaire. Dans certains pays même, ils ont abandonné les filières à partir de la seconde. Parce qu'ici, on a A, on a B, on a C, on a D. Des pays estiment que jusqu'en terminale, on est supposé avoir un lot commun de connaissances et d'être au même niveau. Donc, ils ont supprimé les filières. Et qu'ensuite, on peut faire la segmentation. Et là aussi, à l'université, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Moi, j'aimerais bien que le nombre d'ingénieurs qu'on forme dans le génie civil, dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans les mines, soit équivalent au nombre de gens qu'on forme en droit, en lettres, en sociologie. Pourquoi faut-il que ces derniers-là soient plus nombreux que les premiers, alors qu'on a une partie de l'économie qui réclame les seconds? Ouais, par exemple, tous les pays se développent comme aujourd'hui. On doit regarder, tous les pays là qui avancent, soit ils ont une agriculture qui est florissante et qui les nourrit, la Côte d'Ivoire est un exemple, soit ils ont une industrie qui permet qu'ils soient fabricants de beaucoup de choses et d'être, comme dans le cas de la Chine, l'usine du monde. La Chine s'est dit, moi je dois être l'usine du monde. Les Africains veulent des motos, eh bien je vais fabriquer pour eux des motos. Voilà. Ils veulent des voitures, on va fabriquer des voitures pour eux. Ils veulent des réfrigérateurs. Enfin, tout ce que les gens consomment dehors là, moi je vais faire ça pour eux. Donc ils se définissent comme étant l'usine du monde. Donc ils forment les gens pour être des employés de l'usine du monde. Nous on fait quoi? Nous on veut être quoi? Nous on veut être riches comment dans ce pays-là? Il est clair que pour que le pays avance, ce n'est pas uniquement en achetant entre nous. Il faut qu'on puisse faire des choses qu'on vend à l'étranger aussi. Pour que la richesse augmente. En vendant entre nous, ça augmente. Mais si on en vendait en plus vers l'étranger, là on doit se dire, dans ce que l'étranger la consomme là, nous on peut vendre quoi? On peut être quoi dans cette chaîne-là? On peut apporter quoi? Quel produit nous on peut avoir là, que peut-être d'autres n'ont pas là, pour que les gens de Douala achètent? Et c'est dans ça qu'on forme nos gens. Mais cette réflexion n'existe pas. On avance comme ça seulement, les guidons.